Bonjour, je suis Moudine Emsa, je suis d'origine comorienne, je suis né aux Comores et je suis parti à l'âge de 4 ans et actuellement je vis en France. Je suis marié, 2 enfants, ma mère est de Moroni et d'Iconi et mon père est de Nsaouini. Voilà, donc je suis quelqu'un plutôt curieux, avide de connaissances et un éternel optimiste comme Leibniz et Voltaire. Et puis voilà, donc je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil et bâtiment. Donc actuellement, je travaille dans une entreprise privée dans le domaine du transport. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai eu une trajectoire professionnelle assez riche, avec beaucoup de hauts et de bas, et j'ai su, grâce à beaucoup d'abnégation, franchir un certain nombre d'étapes. Alors j'ai parcouru effectivement pas mal de pays et j'ai suite à cela rencontré des personnes assez enrichissantes qui m'ont permis de m'améliorer. Tout a débuté lorsque j'ai obtenu ce diplôme d'ingénieur en bâtiment et génie civil. Donc très rapidement, je suis allé m'installer en Angleterre où j'ai travaillé en tant que site engineer, ingénieur travaux. Et par la suite, j'ai été contacté par Alcatel pour, à l'époque, travailler sur des projets de déploiement de fibre optique en France, en Angleterre et en Hollande. Donc c'était un domaine assez particulier. Je me suis situé beaucoup plus au niveau de la gestion de projet, beaucoup plus qu'ingénieur. Et j'ai dû par la suite faire mes preuves en fait sur le tard, donc devoir suivre la construction de bâtiments de télécommunications, bien le déploiement de fibres optiques le long des voies, également de déploiement de câbles sous-marins. Alors c'était des projets assez intéressants et suite à cela je suis intervenu en fait dans différents pays en Europe. Dans le Moyen-Orient, en Irak, en Afrique essentiellement. Et j'ai pu aussi mettre en avant cette expertise qui était reconnue en interne. Par la suite, j'ai travaillé sur des projets pétroliers. Alors j'étais en Italie pour des projets en Libye, j'étais également au Soudan pour des travaux pour la construction en fait, d'un réseau également de télécom dans le milieu pétrolier dans le bassin du Melout. Alors donc c'était également des projets assez intéressants. Et alors pourquoi le monde du pétrole m'intéressait bien, c'est parce que de par mes connaissances dans la gestion de projet dans le monde du BTP, j'ai pu facilement en fait comprendre les différents besoins des génies civilistes des plateformes pétrolières. Et par la suite, j'ai dû jouer le rôle à la fois de contract manager, de responsable d'ingénierie pour pouvoir bien appréhender en fait tous ces éléments pour la construction des différentes plateformes pétrolières. Par la suite, j'ai travaillé sur des sujets liés au métro, donc le transport. Donc j'avais remporté l'offre du métro de Dubaï, toujours en étant chez Alcatel. Et le fait d'avoir remporté ce projet était plutôt assez gratifiant, parce que Dubaï est une ville que tout le monde connaît. Et à l'époque, il n'y avait pas de métro, donc ça avait une dimension un peu différente. Et suite à cela, on m'a demandé d'aller travailler sur le métro à Dubaï. Donc j'ai été expatrié pendant un certain temps là-bas pour m'assurer de la construction du lot télécom en fait, sur le métro de Dubaï. Il a fallu beaucoup d'abnégation parce que c'était assez difficile. On travaillait quasiment 7 jours sur 7 et nos bureaux étaient à côté des stations de métro. Union Square pour ceux qui connaissent, donc c'était vraiment compliqué, mais après plus d'une année de travail sur le site, on s'en sort un peu grandi. Par la suite, le projet du métro avait été racheté par Thales et c'est là que j'ai été contacté par
par l'entreprise française qui voulait que je rejoigne leurs équipes. Alors j'ai travaillé dans un premier temps sur des projets militaires. Alors c'était pas vraiment ma tasse de thé, mais par la suite j'ai intégré en fait des projets de sécurité urbaine et également de métro. Par exemple, la construction de métro du côté de Sao Paulo, ou bien sécurisation de villes comme à Moscou et autres. J'ai par la suite travaillé sur la réponse à l'appel d'offres du métro de Doha, donc je suis responsable de cette offre-là. Après avoir remporté ce projet, on m'a demandé par la suite d'aller en fait à Doha pour pouvoir assurer la gestion du service offre et proposition au Qatar, et également pour faire en sorte de rentabiliser au maximum l'investissement de Thales dans le pays. Donc je m'occupais principalement des avenants pour le métro de Doha, mais également d'autres projets au Qatar. Et voilà, donc j'ai eu des hauts et des bas. C'était pas forcément facile tout le temps, mais je vois une certaine progression, et donc actuellement, de retour en France depuis maintenant 3 ans, je suis en charge d'un service de proposition et d'offres pour le transport, pour Thales. Donc on travaille sur les offres à la fois en France et à l'étranger. Voilà. Donc les étapes clés de ma carrière sont principalement jonchées par les moments les plus difficiles que j'ai dû affronter. Alors ça a commencé au tout début lorsque j'ai par exemple dû partir en Angleterre, apprendre une nouvelle langue, un nouveau milieu pour pouvoir occuper le poste d'ingénieur travaux, ou bien par la suite me débrouiller lorsque j'étais au Soudan à monter une équipe dans le désert et pour pouvoir déployer un réseau de fibre optique et construire des bâtiments de télécommunications avec quasiment pas beaucoup de moyens. Donc c'est dans l'adversité qu'on apprend généralement à se débrouiller. Donc là, je pense que c'est plutôt une bonne école. Donc il a fallu que j'apprenne à assurer à la fois la planification de projet, la comptabilité et gérer en fait un projet du début jusqu'à la fin. Il y a eu l'étape à Dubaï où effectivement c'était assez éprouvant de travailler 7 jours sur 7 pour la construction du métro. Beaucoup de personnes ne voient pas trop le travail qu'il y a derrière, mais ça nécessitait quand même une bonne compréhension de la technique, de l'aspect contractuel, et c'était un peu comme une PME en fait. On devait gérer et prendre tout sur être pleinement investi en fait pour pouvoir réaliser ce type de projet. Par la suite, effectivement, l'étape clé, ça a été après avoir apporté le métro de Doha, aller à Doha pour pouvoir faire en sorte de... Alors ma position était particulière, j'étais plutôt perçu comme monsieur avenant. Je venais pour récupérer du fric auprès du client, et le client, comme vous voyez, il avait un peu peur parce qu'il se posait la question, zut, Moudine est en réunion, ça veut dire qu'il va essayer de nous soutirer de l'argent, et mon employeur est content parce que j'ai réussi ma mission, mais c'est un projet quand même de plusieurs centaines de millions d'euros, et à pouvoir récupérer un pourcentage d'avenant à plus de chiffres, c'est plutôt assez intéressant en fait. Et ma mission actuelle est plutôt assez intéressante et plutôt clé, parce que j'ai un rôle qui a beaucoup plus d'impact en fait sur le groupe en termes de résultats. Donc je dois m'assurer qu'on fasse rentrer un certain nombre de contrats à la fois en France et à l'étranger pour donner du travail à nos équipes, et donc ça c'est un challenge également assez plaisant. Et surtout de se dire que plus c'est difficile, et se dire voilà, c'est difficile, mais je relève le challenge, c'est pas grave. Il y a forcément moyen de le faire. Si c'est pas moi tout seul, je le ferai avec une équipe. Si c'est pas avec une équipe, je le ferai avec le temps ou quoi que ce soit, et il faut toujours s'accrocher.
Alors, concernant mon passage du bâtiment vers la technologie de pointe, c'est particulier parce que dans mon parcours, j'ai pas beaucoup travaillé dans le bâtiment. Mais par contre, les quelques années dans lesquelles j'étais ingénieur travaux ou bien où j'ai géré des projets de construction de bâtiments, je me suis rendu compte de la complexité de gérer différents corps d'État en fait. Les plombiers, la clim, l'électricien, le génie civiliste et autres. Et je me devais de ne pas forcément rentrer dans le détail. J'étais pas l'expert en fait dans tous ces domaines-là. Et au contraire, je devais plutôt essayer de prendre un peu de hauteur et d'essayer de comprendre les problématiques de tous les corps d'État, donc les zones de planning, de coûts et autres. Ça m'a donné une certaine sensibilité et là maintenant quand je travaille dans des sujets un peu plus compliqués, dans lesquels il y a une certaine expertise, comme la cybersécurité ou autre, où je ne suis pas un expert dans le domaine, j'essaye au moins de me reposer sur des experts je travaille beaucoup plus avec eux sur les contraintes et voir comment je peux les aider à trouver des solutions à toutes les contraintes qu'ils approchent et essayer de les aider à voir sous différents angles toutes les problématiques pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Alors ça nécessite pas mal d'expérience en fait en gestion de problèmes que j'ai pu avoir pendant tout mon parcours. Et que ce soit dans Thales, une entreprise de technologie comme Thales ou bien une autre entreprise, je pense que l'approche aurait été vraiment la même en fait, me baser sur une certaine manière en fait d'aborder des sujets et quand on fait la gestion de projet, les problématiques sont toujours les mêmes. Généralement, c'est le temps, le coût, la qualité dans ce qu'on remet et voilà. Alors, c'est vrai qu'au Qatar, j'étais en charge des différents offres et notamment sur le métro, je m'occupais des différents avenants. Alors c'est le projet du métro de Doha est un projet immense et fabuleux dans le sens où c'était le nec plus ultra en termes de qualité au niveau technologique pour ce type de projet. Un projet de plus de 300 millions d'euros en fait pour Thales, donc c'est assez important et il a fallu réunir donc différentes équipes de différentes nationalités, donc des Canadiens, des Français, des Italiens, on travaille avec des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, beaucoup de nationalités, notamment des Qataris. Donc on devait également négocier avec les Qataris, ce qui n'était pas forcément une chose aisée, mais donc l'aspect culturel est assez compliqué, c'est vrai. Mais on en tire un certain bénéfice dans le sens où le fait de travailler avec certaines communautés, personnes avec différentes cultures, nous oblige à être assez humbles dans notre approche, de ne pas avoir d'a priori, écouter avant de pouvoir donner son avis et réfléchir assez souvent en fait ensemble et communiquer pour pouvoir aller de l'avant. Ça c'était le principal défi effectivement au niveau culturel et puis après le défi alors, au niveau politique c'était assez compliqué parce que on se devait absolument d'atteindre tous les jalons que nous imposait donc le client du métro de Doha. De par la relation entre la France et le Qatar, on devait absolument atteindre ces différents jalons et sinon l'information venait par l'ambassade de France qui nous demandait des explications. Donc effectivement on avait une certaine pression aussi à ce niveau-là et pression qu'il fallait également partager avec les différentes équipes.
Alors de manière générale, à un jeune, avant qu'il s'expatrie, même pour les jeunes qui ne veulent pas s'expatrier, je leur conseillerais tout simplement d'apprendre. Ne pas considérer qu'une fois les études terminées, il faut cesser d'apprendre et on va travailler directement. Donc c'est constamment être dans le mindset de l'apprentissage. Il faut apprendre tout et n'importe quoi. Je dirais presque la partie technologique, la comptabilité, la communication, le développement personnel. Apprendre constamment, même si ce sont des domaines sur lesquels on n'est pas à l'aise. Surtout pas hésiter à se mettre dans une position inconfortable, sortir de sa zone de confort. C'est là où on apprend le plus, c'est là où on s'enrichit le plus, d'après moi. Et il faut chercher à être dans une zone inconfortable pour pouvoir par la suite en tirer le meilleur. Et pour un expatrié, c'est un peu plus facile dans le sens où on est dans un environnement différent, dans le sens où parfois on doit apprendre une nouvelle langue et culturellement on doit être avoir une posture assez humble pour pouvoir être en position d'apprendre et surtout ne pas hésiter à travailler dur, à faire des heures pas possibles s'il le faut. Mais il faut toujours apprendre. Voilà, c'est le mot-clé. Voilà. Alors ma relation avec les Comores est je pense un peu identique à beaucoup de personnes de ma génération, dans le sens où on y est allé quand on était un peu plus jeune, on y va assez souvent pendant les vacances. Et généralement pas plus d'un mois, c'est rare qu'on y soit plus de 2 mois. Et on a tous en tête l'envie de revenir là-bas un beau jour et on a tous acheté des terrains pour pouvoir s'y installer. Mais la relation est particulière dans le sens où une certaine attache grâce à la langue et la famille. Et on espère un jour pouvoir aller là-bas et se dire qu'on vivra correctement. Il y a un peu de jalousie vis-à-vis des personnes qu'on connaît qui sont là-bas et qui d'après nous peuvent bien vivre, ou même s'il y a une certaine difficulté, mais quand même un certain plaisir de vivre dans le pays de leur naissance. Donc c'est un sentiment un peu mitigé, de frustration, de jalousie, et j'espère également aller là-bas le plus souvent possible. Kawa ndani kamwamba